pays sous haute tension après 4 attaques en moins de 24 heures. Le consulat des États-Unis et un poste de police ont été pris pour cible à Istanbul. Dans le même temps, des policiers et des soldats turcs ont été tués dans le sud-est du pays. Un an après la mort de Michael Brown, une journée de recueillement s'achève dans la violence à Ferguson, aux États-Unis. Un manifestant a été grièvement blessé par balle par la police lors d'un échange de tirs. Et puis près de 5 mois après l'attentat au musée du Bardo en Tunisie, une famille française va porter plainte contre l'État tunisien. Elle dénonce la négligence des services de sécurité. Le Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. La Turquie bascule un peu plus dans la violence. Le pays a été frappé par une vague d'attentats au cours de ces dernières 24 heures. D'abord à Istanbul, où des individus ont ouvert le feu sur le consulat des États-Unis. Attaque également dans le sud-est du pays, où 4 policiers turcs ont été tués par un engin explosif passé le long d'une route. On voit ça avec Maxime Perez. C'est l'escalade entre la Turquie et les Kurdes, et désormais Istanbul se retrouve au cœur du conflit. La nuit dernière, au moins 10 personnes ont été blessées dans l'explosion d'un véhicule devant un commissariat du quartier de Sultanbeyli. 7 des victimes sont des civils. Des affrontements avec les forces de sécurité se sont poursuivis jusqu'à l'aube. Face à elles, 2 personnes présentées comme les auteurs présumés de l'attaque, des membres du PKK, le Parti des travailleurs Kurdistan. Elles ont été tuées dans les échanges de tirs. Quelques heures plus tard, toujours à Istanbul, une violente fusillade éclate devant le consulat américain, un bâtiment pourtant très protégé. La police a finalement arrêté l'un des 2 assaillants. Il s'agirait d'une femme. Elle a été blessée lors de la fusillade, selon des sources policières. Il y avait 2 femmes qui portaient des sacs de shopping et marchaient dans le quartier. On s'est réveillé avec le bruit des rafales et avons couru à la fenêtre. Nous avons vu une femme s'abriter avec une arme, mais elle n'a pas tiré. La deuxième a tiré 4 ou 5 fois en direction des forces de sécurité. Les 2 attaques menées dans la capitale turque n'ont pas été revendiquées, mais elles font suite à la vague d'arrestations et à de nouveaux bombardements visant le PKK et des groupes d'extrême gauche réputés pro-kurdes. En fin de matinée, 4 policiers turcs ont été tués par un engin explosif. Une attaque là aussi attribuée aux rebelles du PKK. Enfin, un soldat turc a trouvé la mort lorsque des militants kurdes radicaux ont visé au lance-roquettes un hélicoptère transportant du personnel militaire dans la région de Sirnak, au sud-est de la Turquie. Des appareils de l'aviation turque ont riposté en bombardant cette région, majoritairement peuplée de Kurdes. Ces violences ont fait 8 morts et interviennent alors que les États-Unis viennent de déployer des chasseurs F-16 ainsi qu'un contingent de 300 militaires sur la base d'Incirlik dans le sud de la Turquie pour accentuer la lutte contre le groupe État islamique. C'est la première fois depuis le lancement de la coalition internationale contre le groupe djihadiste que les forces américaines pourront faire décoller des chasseurs depuis cette base stratégique à la faveur d'un accord signé avec la Turquie fin juillet. Et on prend tout de suite la direction d'Istanbul où nous rejoint Bartın Yinang, journaliste à Hürriyet Daily News. Bonsoir, merci d'être avec nous. Après ces 24 heures de violence, quelle est l'atmosphère ce soir à Istanbul ? Je dirais moitié normale, moitié anxiété, moitié normale parce que même une dizaine de jours que les attentats continuent et il n'a pas eu une journée où il n'y a pas eu d'événement. Et en fait, en Turquie, disons qu'on est un peu habitué. C'est pas la première fois que le public est face à violence. C'est vrai que ça fait 2 ans ou 3 ans, il n'y avait pas grand-chose, mais quand même, surtout ceux qui ont vécu les années 90,
ils savent ces événements-là. Donc d'une part, ça devient, je dirais, un peu le nouvel normal, mais d'autre part, évidemment, il y a une anxiété. Les gens essayent d'éviter de prendre le métro ou de se promener dans des grands centres. Pourtant, vous allez dans des grands centres, il y a quand même, il y a toujours du monde. Mais c'est vrai qu'on sent les mesures de sécurité. Il y a plus de congestion, par exemple, au trafic parce qu'il y a plus de contrôles policiers. On le ressent surtout à Istanbul avec le trafic parce que de temps en temps, on trouve des paquets suspects, donc ça bloque le trafic. Ou bien, comme j'ai dit, les policiers, ils ont augmenté leurs mesures, donc ça augmente le trafic. Donc, d'une part, les gens essayent de continuer leur vie parce qu'on a besoin de continuer notre activité. Mais d'autre part, quand même, c'est vrai qu'il y a une anxiété et on ressent surtout la présence de la police dans des centres, dans des grands centres. Voilà, Istanbul qui reste sous tension, vous l'avez dit. C'est un groupe d'extrême gauche qui a revendiqué ces violences à Istanbul. Quel est-il et quels sont ses liens avec le PKK ? Ils ne sont pas, il n'y a pas de lien organique entre les deux, mais c'est vrai que de temps en temps, on a l'impression qu'ils actent d'une façon organisée, mais plutôt je pense que le DHKPC, l'organisation d'extrême gauche, utilise cette atmosphère d'attaquer l'État, sinon les buts des deux organisations ne sont pas les mêmes. Et en plus, il faut aussi se rappeler du fait qu'il y a une coopération qui est en train d'augmenter avec les États-Unis. Et en général, cette organisation d'extrême gauche prend comme cible les institutions américaines. Ils sont connus d'être anti-américaines, tandis que le PKK, bien qu'il est dans la liste des terroristes des États-Unis, il ne faut pas oublier que les États-Unis, ils sont en train de faire une coopération avec les Kurdes de Syrie, justement pour lutter contre Daesh, et les Kurdes de Syrie ont des liens avec le PKK. Donc, le PKK, cette chose, le DHKPC, c'est autre. Je ne pense pas que leur action à ce moment-là est en coordination. Merci beaucoup Bartine Yinank pour toutes ces précisions depuis Istanbul. Alors on va tenter de recontextualiser ces violences. La reprise des combats entre l'armée turque et le PKK depuis 2 semaines menace très sérieusement le processus de résolution de la question kurde qui avait été engagé par le gouvernement en 2012. Longtemps en guerre, les Turcs et les Kurdes avaient pourtant scellé un cessez-le-feu, c'était en 2013. Et ces tensions relancent donc un conflit dont on retrace tout de suite l'historique avec Joseph Emmanuel. 5 attaques anti-turques en l'espace de 24 heures. Les autorités soupçonnent un groupe d'extrême gauche et le PKK d'être à l'origine de cette nouvelle flambée de violence qui frappe jusqu'au cœur d'Istanbul. La guerre entre Turcs et Kurdes est aujourd'hui totale. Alors qui sont ces Kurdes? Que demandent-ils et pourquoi sont-ils la cible de l'armée turque? Les Kurdes représentent près de 20% de la population totale de Turquie. Le conflit entre Kurdes et Turcs remonte au lendemain de la Première Guerre mondiale, quand l'Empire ottoman s'effondre. Depuis, ce conflit anime la vie géopolitique du pays. Un conflit avec 2 acteurs, Turcs et Kurdes, et une organisation armée, le PKK. Ils réclament l'indépendance du Kurdistan, une immense région coincée entre l'Irak, l'Iran, la Syrie et bien entendu la Turquie. L'insurrection du PKK débute véritablement il y a 30 ans, mais c'est dans les années 90 que la situation bouge. Le gouvernement turc joue alors double jeu. D'un côté, il reconnaît l'identité kurde, de l'autre, il continue de mener des frappes contre le PKK jusque dans son sanctuaire irakien. L'organisation kurde étend alors son action et se met à viser directement les touristes, deuxième ressource financière de Turquie. La stratégie de l'armée est alors simple, une contre-insurrection totale. En mars 2013, le chef du PKK, Abdullah Öcalan, appelle à la surprise générale à un cessez-le-feu historique.
Mais la signature n'empêchera pas les F-16 turcs de reprendre les bombardements et l'attentat de Suruç en juillet dernier, probablement commis par l'État islamique, n'a fait qu'envenimer le conflit entre Turcs et Kurdes. Ils accusent désormais directement Erdogan et son Premier ministre de complaisance envers les djihadistes de l'État islamique. Cet attentat a fait plus de 30 victimes, essentiellement des jeunes Kurdes. En représailles, le PKK assassine le lendemain 2 policiers turcs qu'ils accusent de ne pas protéger les Kurdes, une montée aux extrêmes dont personne ne voit la fin. Le processus de paix engagé il y a 3 ans entre la Turquie et les combattants kurdes semble aujourd'hui bien fragile. Un processus de paix engagé pour mettre fin à un conflit a fait plus de 40 000 victimes depuis 1984. Et justement, on va en parler avec Philippe Videlier, historien au CNRS, auteur de l'ouvrage Nuit turque. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 4 attaques en moins de 24 heures. Est-ce que la Turquie est en train de payer sa politique de raid contre les rebelles kurdes? Écoutez, je crois que la Turquie est dans une situation extrêmement périlleuse, est entrée dans une situation extrêmement périlleuse au moment où, après l'attentat terroriste de l'État islamique, donc, qui a fait plus de 30 morts, comme vous le rappeliez, le gouvernement de M. Erdogan a décidé non pas d'attaquer l'État islamique simplement, bien qu'il l'ait proclamé, mais au contraire de se retourner contre la population kurde et de faire basculer la Turquie dans une nouvelle période inattendue, mettant en péril un processus de paix qui avait été très long à mettre en place. Alors justement, la communauté internationale, elle est bien consciente de ce double jeu de la Turquie qui fait finalement ce coup double dans son offensive contre l'État islamique et les rebelles kurdes, comme vous l'expliquez. Pourquoi est-ce que la communauté internationale ferme les yeux aujourd'hui? Eh bien écoutez, je crois que la communauté internationale a été pendant très longtemps et sur de multiples sujets extrêmement complaisante vis-à-vis des divers gouvernements de la Turquie. Ça remonte à très loin, ça remonte à l'époque de la guerre froide, puisque la Turquie, membre de l'OTAN, était donc l'allié des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas vu pendant très longtemps d'objection à ce qu'il y ait des dictatures militaires, à ce qu'il n'y ait aucune démocratie en Turquie. Donc c'est quelque chose qui remonte à bien longtemps. Plus récemment, il y avait la perspective de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, qui faisait que la Turquie étant un grand marché, eh bien on se montrait complaisant vis-à-vis de la faiblesse de la démocratie en Turquie et des atteintes aux droits de l'homme dans ce pays. Et je crois que c'est un peu la continuité de cette attitude que l'on constate aujourd'hui, mais à une échelle extrêmement grave, puisque toute la région est une poudrière aujourd'hui. Et relancer la guerre alors que la Turquie semblait être entrée dans une position assez démocratique. Il y a eu des élections récemment, un parti d'opposition, le Parti des peuples, qui est proche donc des populations kurdes, a obtenu 80 députés. Et tout cela serait brisé comme ça en quelques semaines. C'est vraiment une situation... Mais au-delà de cet attentat, pourquoi ce revirement justement des autorités turques? Je pense que le revirement des autorités turques, ou plus précisément du président Erdogan, est lié à une vision tout à fait politicienne, étroitement politicienne, personnelle, de pouvoir personnel, pour rétablir sa position qui était affaiblie par les dernières élections. Alors une dernière question, Philippe Videlier, on parlait de ces Kurdes et de cette position notamment de l'Occident. Finalement, ils pourraient finir par être embarrassés dans cette lutte contre l'État islamique parce qu'il faut le rappeler, les Kurdes sont un élément indispensable pour lutter contre les djihadistes. Oui, non seulement c'est un élément indispensable pour lutter contre les djihadistes, mais ce sont même le fer de lance, jusqu'à présent, de la lutte sur le terrain contre les djihadistes. On a vu ce qui s'est passé à Kobané, la défense tout à fait héroïque et extraordinaire de Kobané, auquel personne ne croyait. Tout le monde pensait que cette région allait tomber dans les mains des terroristes de l'État islamique. Et ces gens, qui sont des gens du commun, ont défendu leur terre et ont défendu en même temps ce qui est la liberté des peuples. Et donc c'est vraiment grave de voir qu'aujourd'hui, cela peut être remis en cause par la politique du gouvernement turc.
Merci beaucoup Philippe Videlier pour ce décryptage. Et puis autre grand titre de l'actualité ce soir, ce sont ces rassemblements pacifiques en hommage à Michael Brown qui ont dégénéré à Ferguson. Un manifestant a été grièvement blessé par balle par la police qui affirme avoir répliqué à ses tirs. La manifestation en hommage au jeune noir abattu par un policier blanc il y a tout juste un an avait pourtant débuté dans le calme, comme nous l'explique Julia Galancia. Un an après, Ferguson s'embrase à nouveau. Des coups de feu, des cris et un jeune noir qui baigne dans son sang, menotté, allongé face contre terre. Tout commence lorsque deux bandes rivales échangent des tirs en marge de la manifestation. Un homme qui s'enfuit croise alors des policiers en civil et tire sur eux. La police réplique. Ce lundi, le chef de la police du comté de Saint-Louis tente d'apaiser la situation. C'est une tragédie pour la famille de cet homme et certainement pour les policiers impliqués, il n'y a pas de doute. En même temps, il y a un petit groupe de personnes là dehors qui n'a absolument pas l'intention que la paix l'emporte. La manifestation avait pourtant débuté dans le calme et le recueillement. 300 personnes ont défilé pour commémorer l'année de la mort de Michael Brown. Moment fort, 4 minutes 30 de silence pour symboliser les 4h30 pendant lesquelles le corps du jeune noir est resté dans la rue avant d'être transporté à la morgue. C'est grâce à vous si tout ça est possible pour nous. Si vous n'étiez pas là, cette histoire serait déjà oubliée. Donc je veux juste vous dire que je vous aime. Et son combat est plus que jamais d'actualité. Vendredi, un policier en formation a encore abattu un étudiant noir de 19 ans non armé, Christian Taylor. Il avait foncé avec sa voiture dans la vitrine d'un concessionnaire automobile au Texas. La police assure que toute la lumière sera faite sur les circonstances du drame. Durant l'arrestation, il y a eu une confrontation entre les officiers et M. Taylor qui a amené l'officier Brad Miner à sortir son arme, frappant M. Taylor. 4 balles ont été tirées pendant cet incident et M. Taylor a été touché plusieurs fois. Une affaire de plus en matière de brutalité policière envers un noir. Une affaire qui continue de raviver les tensions raciales déjà exacerbées. Car les réformes législatives obligeant la police à rendre des comptes ne montrent toujours pas de résultats. Et on va tout de suite faire le point sur la situation. On se rend à New York où nous rejoint notre correspondant David Benaïm. Bonjour, que sait-on de plus aujourd'hui sur l'état du manifestant qui a été blessé, sur les circonstances des affrontements avec la police ? D'abord, le jeune blessé par balle s'appelle Tyrone Harris Jr. Il a 18 ans. D'après les parents du jeune homme, il était très proche de Michael Brown et manifestait hier en solidarité avec la famille Brown pour cette journée d'anniversaire. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital de Saint-Louis où il est toujours listé comme en état de situation critique et instable. 2 autres personnes ont été hospitalisées après les tirs survenus hier soir. Une jeune femme victime d'une crise d'épilepsie et une autre personne blessée par des bris de verre, conséquence aux balles qui ont perforé les devantures des vitrines du quartier et les pare-brises de certains véhicules de police. La scène de tir s'est déroulée devant les caméras de télévision alors que le nouveau chef intérimaire de la police de Ferguson donnait une interview. On peut entendre distinctement les rafles de tir en marge de la caméra. D'après le compte Twitter de la police de Saint-Louis, le jeune Harris tirait en direction d'un véhicule de police banalisé. Les officiers l'ont poursuivi à pied et ont répliqué avant que le jeune ait le temps de leur tirer dessus. Une arme de calibre 9 mm a été retrouvée sur place et le policier qui a tiré à 4 reprises, blessant grièvement le jeune homme, a été mis en arrêt temporaire de ses fonctions pendant la durée de l'enquête qui est déjà en cours. Voilà, des violences qui ont relancé le débat sur les tensions raciales aux États-Unis, un débat qui est très vif depuis Ferguson. Quelle place il occupe dans les discussions sur la présidentielle ? Le débat sur les tensions raciales n'occupe pas du tout de place centrale dans les sujets évoqués dans la course à la présidence. L'immigration, la politique étrangère et l'économie dominent. Lors du débat de la semaine dernière, les candidats républicains ont répondu à côté aux questions posées par les modérateurs de Fox News sur le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, évitant de rentrer dans un sujet qui divise l'opinion et les Américains. Les violences policières, les tensions raciales, la question de l'accès trop facile aux armes font partie des sujets tabous que les politiciens de droite préfèrent ne pas aborder. Côté démocrate, Hillary Clinton avait pris les devants au début de sa campagne à la suite des événements de Charleston où 9 Noirs américains avaient été tués dans une église par un jeune suprématiste blanc. Elle a fait un discours antiraciste sur les préjugés de la population blanche à l'écart de la minorité afro-américaine qui représente 13% de la population du pays. Barack Obama qui a pris des libertés sur le sujet en s'exprimant sans filtre,
ministre s'exaspère que la situation ne se soit aggravée depuis le début de sa présidence. L'un des derniers chevals de bataille de politique intérieure avant la fin de son mandat sera sans doute sur le contrôle de la vente des armes à feu, trop facile d'accès partout dans le pays. Merci beaucoup David Benaïm pour toutes ces précisions depuis New York. Dans le reste de l'actualité, ces chiffres qui donnent la mesure de la présence française en terre de djihad. Un djihadiste français sur 7 trouve la mort en Syrie. C'est ce que révèle un rapport du ministère français de l'Intérieur. Le taux de mortalité des Français djihadistes a explosé ces derniers mois. Alors que les combats ont redoublé d'intensité, ce sont les mineurs qui payent le plus lourd tribut, comme nous l'explique Joseph Emmanuel. Un djihadiste français sur 7 est tué chaque mois en Syrie. Des Français convertis à l'islam ou musulmans de naissance qui décident de participer à la sinistre ambition de l'État islamique. Il y a 20 ans, la grande sœur de Daesh était Al-Qaïda. Elle recrutait essentiellement au sein du monde musulman des candidats au martyrs pour devenir kamikazes. La guerre civile en Syrie et le chaos en Irak ont changé la donne. Aujourd'hui, Daesh recrute ceux qu'elle nomme ses combattants depuis les confins d'Irak et de Syrie jusque dans les pays d'Europe. Dans ces campagnes de recrutement, l'État islamique présente ce qu'elle nomme le califat comme l'arche de Noé qui sauvera les vrais musulmans lors de l'affrontement final contre les forces du mal. Un discours bien rodé pour attirer des jeunes sensibles à ce qui peut leur sembler une réalité alternative. Depuis le début du conflit en Syrie, plus de 900 Français ont été séduits par ce discours apocalyptique. Ils ont ainsi rejoint la Syrie pour combattre dans les rangs des djihadistes. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, fin juillet, ils étaient près de 500 toujours sur place, 126 y auraient perdu la vie. Sans grande surprise, les mineurs payent le plus lourd tribut. On estime également que plusieurs dizaines d'enfants français en bas âge ont été emmenés par leurs parents pour peupler cette nouvelle terre de djihad. Si le nombre de Français en Syrie a augmenté de près de 50% depuis un an, le nombre de morts a également grimpé de près de 300% pour atteindre une moyenne de 7 décès mensuels. Une forte mortalité essentiellement causée par des frappes aériennes de la coalition, une augmentation qui s'explique par la progression des ressortissants français dans la hiérarchie de l'État islamique. Longtemps cantonnés aux tâches subalternes, laissant les Tchétchènes et les Bosniaques combattre, les Français constituent aujourd'hui l'un des premiers bataillons de la Légion étrangère de l'État islamique et presque tous sont au front. Selon un rapport de l'ONU, la moitié des pays de la planète alimentent le contingent de 25 000 combattants étrangers de Daesh. Pour des raisons multiples, la France apparaît dans le cercle très fermé des pays non frontaliers de la Syrie ou de l'Irak, dont la contribution totale approche le millier d'hommes depuis le début du conflit. Et une question est aujourd'hui posée par beaucoup: combien sont les djihadistes français à revenir après leur djihad en France ? Et dans ce contexte, près de 5 mois après l'attentat au musée du Bardo en Tunisie le 18 mars dernier, une famille française de l'une des victimes va porter plainte contre l'État tunisien. Elle souhaite que les autorités prennent leur part de responsabilité. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Maître Philippe Deveul, avocat de la famille. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors tout d'abord, quelle est l'histoire de la victime, Huguette, en 2 mots? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances dans lesquelles elle a perdu la vie? Oui, tout à fait. En fin de compte, elles ont fait une croisière en Méditerranée et il y avait une escale à Tunis. Et elles ont choisi de faire une excursion et de visiter le musée du Bardo le 18 mars. Ce jour-là, elles ont visité le musée. Il devait y avoir une sécurité de 4 gardes. Un s'était porté pâle et les 3 autres étaient à la buvette. Huguette Dupeux a été touchée de 4 balles de Kalachnikov et est mort 10 jours après les attentats en Tunisie. Quant à mes 3 autres clientes, 2 ont été touchées par balles de Kalachnikov et la dernière a été blessée dans la bousculade avec des conséquences post-traumatiques psychologiques importantes. Alors c'est donc la négligence des services de sécurité tunisiens que la famille reproche aujourd'hui? Bah oui, je pense que c'est une évidence. Vous pensez que le Bardo est le site le plus visité de Tunis. Il n'y avait que 4 gardes déjà comme sécurité et ce jour-là ils n'étaient pas là, ils étaient absents. Ensuite, vous avez eu les attentats de Sousse avec 38 morts. Je vous rappelle que le Bardo, il y a eu 24 morts, dont 45 blessés, 4 morts français, 6 blessés français. Je pense qu'il y a à l'évidence une négligence. C'est la moindre des choses. Il y a d'autres familles qui ont entamé la même démarche judiciaire? Non, mais je fais un appel, parce que c'est assez difficile, déjà je m'occupe de mes 4 clientes, mais je fais un appel aux autres défenseurs pour pouvoir se regrouper afin de faire une action collective.
Et qu'est-ce que vous attendez de cette action? Eh bien, pour le moment, je dénonce la négligence de l'État tunisien. C'est en quelque sorte une mise en demeure médiatique, puisque la presse se prend du sujet 4 mois après les attentats. Puis après, évidemment, un certain respect du deuil et des conséquences de l'attentat sur mes clientes. J'attends en effet de l'État tunisien au moins un minimum, au moins des excuses, une reconnaissance de leur négligence et des réparations, à l'instar du Maroc pour les attentats de Marrakech en 2011, où le roi du Maroc a fait des dons aux victimes françaises. Merci beaucoup, maître Philippe Devel, pour cette intervention. On revient à présent sur cet attentat à l'arme blanche perpétré hier sur la route reliant Jérusalem à Tel Aviv. Une attaque au poignard durant laquelle un Israélien de 26 ans a été légèrement blessé. Alors qu'il faisait le plein dans une station-service, les forces de sécurité arrivées sur place ont abattu l'un des assaillants. Myriam Aman nous en dit plus. L'attaque a eu lieu dans une station essence sur la route 443 qui relie Jérusalem à Tel Aviv en passant par la Cisjordanie. Un Israélien de 26 ans a été poignardé par un Palestinien alors qu'il faisait le plein. Légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital. J'étais en train de faire le plein d'essence sur la route 443. Je me tenais près des roues arrière. Le terroriste est arrivé, il m'a poignardé à l'épaule. Les employés de la station-service étaient arabes. Ils regardaient, certains souriaient même. Le Palestinien a lui immédiatement été abattu par des soldats qui se trouvaient sur place. L'armée israélienne qui soupçonne l'implication de 3 autres assaillants dans cette attaque. D'importantes forces de sécurité ont ratissé les environs à la recherche d'éventuels complices. L'attaque a eu lieu alors que les tensions se sont accrues en Cisjordanie après l'incendie de 2 maisons palestiniennes dans lequel un bébé de 18 mois a été brûlé vif, un acte attribué à des extrémistes juifs. La tension est encore montée d'un cran après le décès samedi du père du bébé. La mère est toujours hospitalisée, luttant pour sa vie, tandis que son frère de 4 ans entame, lui, une lente convalescence. Depuis, les autorités israéliennes craignent un regain de tension dans les territoires. Jeudi, une voiture bélier a percuté de plein fouet 3 soldats israéliens près de Shiloh en Cisjordanie. Des soldats qui se trouvaient sur la route 60, justement dans le cadre du renforcement du dispositif de sécurité. Restez avec nous dans un instant dans le Grand Direct. On parlera de la situation en Afghanistan avec cette série d'attaques meurtrières perpétrées par les talibans. Violences qui interviennent après un changement de leadership et l'annonce de la mort du chef des talibans. Analyse à suivre dans quelques instants. On parlera également de cette loi qui fait polémique en Israël sur l'alimentation forcée des détenus palestiniens. Nos équipes ont rencontré la famille de l'un d'entre eux. C'est à suivre dans une poignée de secondes et c'est sur i24 News. Restez avec nous. La Turquie sous haute tension après 4 attaques en moins de 24 heures. Le consulat des États-Unis et un poste de police ont été pris pour cible à Istanbul. Dans le même temps, des policiers et des soldats turcs ont été tués dans le sud-est du pays. Un an après la mort de Michael Brown, une journée de recueillement s'achève dans la violence à Ferguson. Un manifestant a été grièvement blessé par balle par la police lors d'un échange de tirs. Et puis, près de 5 mois après l'attentat au musée du Bardo en Tunisie, une famille française va porter plainte contre l'État tunisien. Elle dénonce la négligence des services de sécurité. Bienvenue si vous le rejoignez sur i24 News pour le Grand Direct. Dans l'actualité ce soir, ces nouvelles violences en Afghanistan. Un attentat suicide revendiqué par les talibans a fait au moins 5 morts et une dizaine de blessés aujourd'hui près de l'aéroport de Kaboul. C'est la dernière attaque en date d'une série qui ensanglante la capitale afghane depuis la semaine dernière. Analyse à suivre dans quelques instants. C'est juste après ce rappel des faits. Il est signé Julia Galancia. La voiture n'est plus qu'un tas de ferraille carbonisée. Autour, pompiers et ambulances s'activent. L'attentat suicide est revendiqué par des insurgés islamistes. Ils visaient des étrangers. Je ne faisais que passer par là lorsqu'une violente explosion s'est produite. Juste après l'explosion, il y avait plein de fumée et de poussière dans l'air. J'ai vu un corps au sol et juste à côté, une autre personne prise au piège des flammes à l'intérieur d'un véhicule.
Les talibans sont à l'origine d'au moins 2 autres attaques meurtrières commises à Kaboul, dont une qui a tué 27 personnes devant l'académie de police vendredi. Cette vague de violence intervient quelques jours après l'annonce de la mort du Mollah Omar, chef suprême des talibans afghans, et son remplacement par le Mollah Akhtar Mansour. Ce rapide changement à la tête de l'organisation est loin de faire l'unanimité au sein de la rébellion islamiste, et le regain de violence pourrait être lié à des contentieux internes quant à la nouvelle direction du mouvement. Même si le nouveau chef affirme qu'il suivra le chemin du Mollah Omar. Je demande à tous mes amis ici de tolérer toute la difficulté et d'essayer d'éviter tous les désaccords et de se concentrer sur le djihad. Soyez assurés que nous n'aurons pas de problème dans le futur. Début juillet, quelques semaines avant l'annonce du décès du Mollah, les talibans avaient entamé au Pakistan des pourparlers de paix inédits avec le gouvernement afghan. Une reprise des négociations devait avoir lieu fin juillet, mais compte tenu du niveau de violence actuel dans la capitale afghane, sa tenue prochaine semble compromise. Ali Waqued, bonsoir. Bonsoir. Ces nouvelles violences, c'est une façon pour le nouveau leadership afghan, enfin taliban, pardonnez-moi, d'asseoir son autorité. Oui, tout à fait, Daniel. Avant la déclaration que Akhtar Mansour est devenu le nouveau chef du Taliban, suite à la déclaration officielle du décès du Mollah Omar, dans la communauté internationale, et particulièrement à la direction de l'État afghan, il y avait un espoir que Akhtar Mansour sera différent du Mollah Omar et qu'il a été représenté comme modéré. Des pourparlers semi-discrets ont été menés entre le gouvernement afghan et le nouveau Mollah Akhtar avec son équipe, mais suite à des dissensions au sein du Taliban, suite aux critiques auxquelles a subi Mollah Akhtar, apparemment il a décidé de montrer aux partisans des talibans, aux membres du Taliban, qu'il lui suit le djihad dans son sens classique, comme il a été établi par le Mollah Omar, et il a mené cette série d'attentats qu'on a vu la dernière aujourd'hui à Kaboul. Mais Daniel, je crains que les différences au sein du Taliban pousseront Mollah Akhtar à pousser ses partisans. Tout à fait. Quand on parle de dissensions, on parle par exemple du fait que l'ambassadeur du Taliban au Qatar a décidé qu'il quitte son poste parce qu'il ne reconnaît pas le fait que Mollah Akhtar est devenu le nouveau chef. La famille de Mollah Omar ne reconnaît pas encore le nouveau chef, ce qui signifie que pour acheter la confiance de ses membres, la confiance de la famille de Mollah Omar et des partisans du Taliban, il a besoin de prouver que lui, il suit le djihad classique comme le Mollah Omar l'a établi. Donc plus de violence contre les forces internationales qui restent encore à Kaboul en Afghanistan et contre les polices et l'armée égyptienne, afghane, pardon. Ouais, en tout cas, le président afghan lui fustige le Pakistan. Quel est le rôle des services secrets pakistanais dans ces violences? Les services secrets pakistanais continuent à jouer ce double rôle entre leur volonté d'éviter que la violence ne dégénère en Pakistan et de l'autre côté garder le Taliban en tant que carte qui peut être utilisée contre l'Afghanistan si la tension entre les deux pays continue. Ce n'est pas un secret que tout le monde pensait que le service secret du Pakistan savait où se trouvait Osama Ben Laden au sein du territoire pakistanais. Le rôle est encore un double jeu de la part des services secrets pakistanais. On ne dit pas que c'est tous les services secrets, mais une bonne partie de la direction des services secrets essaye de garder le Taliban comme une force, comme un facteur important dans cette équation entre le Pakistan et l'Afghanistan pour l'utiliser comme nécessaire. Et dans ce cas-là, le Taliban continue à bénéficier de ce soutien et continue à bénéficier surtout des différences et des dissensions au sein de la direction afghane. Reste à voir, est-ce que le Mollah Akhtar réussira à établir, à persuader les membres du Taliban qu'il faut essayer il faut essayer ce moyen de la diplomatie, ou est-ce qu'il sera encore une fois convaincu ou obligé à suivre le djihad et la violence comme seul moyen reconnu par une bonne majorité des talibans? Merci beaucoup Ali Waqued pour ce décryptage.
En Israël, la loi sur l'alimentation forcée des grévistes de la faim est sur le point d'être appliquée. Un prisonnier palestinien a été transféré aujourd'hui à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, vers lequel il pourrait être nourri de force. Démarche qu'a refusé d'appliquer celui de Soroka. Mohamed Alan, militant du djihad islamique, est au 55e jour d'une grève de la faim. Nos équipes sont parties à la rencontre de sa famille. C'est un reportage signé Julien Baloul. Mohamed Alan est un prisonnier palestinien. Il a été transféré aujourd'hui de l'hôpital Soroka de Beersheva vers l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. Un transfert qui pour sa famille représente un pas de plus vers l'alimentation forcée. Alan, qui en est à son 54e jour de grève de la faim, refuse tout médicament ou vitamine et n'accepte de boire que de l'eau. Son père, Nasser, affirme qu'Israël a arrêté son fils l'an dernier et l'a placé en détention administrative pour 2 périodes consécutives de 6 mois chacune. Le gouvernement israélien, de son côté, se justifie en mettant en avant l'appartenance d'Alan au djihad islamique. Pour les prisonniers palestiniens arrêtés et placés en détention administrative, la grève de la faim représente un moyen de lutte contre ce type d'arrestation. Mais Israël fait face à des critiques internationales grandissantes. À Jérusalem, on est moins préoccupé par les pressions internationales que par un possible décès d'un prisonnier en grève de la faim. Une telle mort pourrait enflammer la région. Le gouvernement israélien espère donc dissuader d'autres détenus d'avoir recours à ce mode opératoire. Mais l'association médicale israélienne considère que l'alimentation forcée est médicalement risquée et représente une forme de torture. Conséquence, le docteur Lévy, directeur du centre médical Barzilai, a affirmé que son personnel soignant n'avait pas l'intention d'alimenter Alan de force. Je respecte toutes les lois qui permettent au patient de décider pour lui-même. On agit en accord avec le droit du patient et la loi qui respecte son intégrité physique. La mère d'Alan espère que les médecins de l'hôpital respecteront les volontés de son fils. Quelle que soit la volonté divine, ce qui doit arriver arrivera. J'espère qu'ils ne le nourriront pas de force. Plusieurs députés arabes israéliens se sont déplacés à l'hôpital pour exprimer leur soutien à Alan. Ils appellent le gouvernement israélien à ne pas le forcer à s'alimenter. Nous sommes entrés en contact avec l'association médicale israélienne, notamment avec le docteur Edelman, le président de l'association, ainsi qu'avec le directeur de l'hôpital d'Ashkelon. Nous, les députés arabes israéliens, mettons en garde contre l'alimentation forcée. Alan est l'un des 414 Palestiniens actuellement retenus en détention administrative. 180 seraient en grève de la faim. Quelle que soit l'issue du cas d'Alan, elle pourrait avoir des répercussions majeures pour les autres détenus. Voilà pour ce reportage signé Mohamed El Kassem et Maël Benoliel. Alors on va parler en tout cas de cette polémique avec Gilles Morali, docteur en médecine et en philosophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi certains médecins israéliens s'opposent à cette alimentation forcée ? C'est la plupart des médecins, y compris l'ordre national des médecins, qui s'opposent à cela. Tout simplement, nous suivons les conventions internationales, notamment la convention de Tokyo qui avait été signée en 1975 et qui stipulait de façon claire qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté du patient et notamment du gréviste de la faim. Donc il s'agit ici d'un principe fondamental d'éthique qui parle de l'autonomie du sujet. Le sujet est autonome et donc sa volonté l'est également et on ne peut pas aller à l'encontre de sa volonté. Alors maintenant, si le patient si le prisonnier, le gréviste de la faim est dans un état grave et qu'il risque de mourir, et alors effectivement, il faudra tout faire, nous, en tant que médecins, pour l'aider peut-être à changer de décision et à commencer à se nourrir pour éviter de mourir. Mais vu ce qu'est l'éthique médicale aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de forcer un individu à se nourrir contre son gré. Et médicalement, il y a un danger l'alimentation forcée ? Oui. Il y a un danger dans les deux cas. Il y a un danger donc de la grève de la faim qui se poursuit au-delà de 50-60 jours, et il y a aussi un danger médical à l'alimentation forcée si elle est faite de façon trop brusque et trop rapide. Il peut y avoir un danger qui peut aller jusqu'à la mort, tout à fait. Alors sachant que cette loi sur l'alimentation forcée est passée en Israël, est-ce que d'un point de vue juridique, ces médecins qui s'opposent à cette loi s'exposent à des poursuites ? C'est un gros problème parce que vous avez d'un côté le code éthique international
qui dit de façon claire que nous n'avons pas le droit, nous médecins, de nourrir les patients de force. Hein, donc ça c'est clair, et c'est là-dessus que se base le docteur Edelman, le président de l'association médicale israélienne, pour demander à tous les médecins de ne pas nourrir par force. De l'autre côté, vous avez la loi qui est passée à la Knesset qui stipule qu'effectivement on a le droit au niveau juridique en Israël donc de nourrir de force un patient. Donc là vous avez ici deux cas de figure. Je pense, comme ce qui s'est passé aujourd'hui à l'hôpital Barzilai, que les médecins suivront le code déontologique, le code éthique international et ne nourriront pas les patients de force, probablement. Merci beaucoup pour cette réaction, docteur Gilles Morali. Allez, on va passer à l'actualité économique à présent. Et tout d'abord, le cas de l'Irak, 4e réserve mondiale de pétrole, une ressource qui pèse plus de la moitié du PIB. Alors comment comprendre que les coupures de courant soient devenues une habitude dans le pays? C'est l'une des causes de la colère d'une population excédée. Vous allez le voir, aussi par le chômage, la corruption et le délabrement des services publics. Bref, il était temps d'agir pour le Premier ministre, comme nous l'explique Anthony Liam. L'Irak est à bout de souffle. Malgré des pics de température à 50 degrés, des milliers de manifestants ont occupé la semaine dernière les places principales de Bagdad, Bassora et Najaf. Excédés par les coupures d'électricité, un chômage endémique et une sécurité toujours plus dégradée, ils critiquent une administration délétère, gangrénée par la corruption. Toutes les tribus de Bassora, les travailleurs et les agriculteurs, tous réunis aujourd'hui, exigent d'abord des services. Et nous exigeons également que le Parlement donne le pouvoir au Premier ministre de démettre les ministres corrompus. Pour calmer la colère, le Premier ministre Abadi a annoncé une série de mesures, appuyées notamment par l'ayatollah Sistani. Suppression de postes de haut rang, fusion de certains ministères et surtout lutte contre la corruption. Des juges indépendants devraient être nommés, des dossiers en sommeil devraient être sortis du placard. C'est une bonne décision et nous voulons encore plus de décisions comme celle-ci. Ce fut un geste audacieux et nous pouvons qualifier ça de progrès, mais il reste beaucoup à faire. La situation est critique. La chute des prix du pétrole, la guerre contre Daesh et l'inefficacité jusqu'ici des gouvernants ont fait plonger l'économie du pays. La dette de l'Irak devrait atteindre 51% du PIB d'ici la fin de l'année, soit 14% de plus que l'an dernier. L'agence Fitch estime que l'Irak est en risque de défaut de paiement. Et l'autre actualité économique du jour, c'est la panne économique de la Chine qui inquiète le monde. On en parle avec vous, Steve Ohana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur de finance à l'ESCP Europe. Alors, de nouveaux indicateurs qui ont été publiés ce week-end confirment ce ralentissement de l'économie chinoise. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, le ralentissement de l'économie chinoise est dû en fait à une bulle artificielle de crédit qui a en fait alimenté une croissance un peu exagérée en Chine depuis quelques années. Bulle sur l'immobilier, développement exacerbé, débridé du secteur financier, bulle boursière. C'était la dernière partie de cette bulle, ça a été une augmentation, un doublement du prix des actions en Chine. Et tout ça a été complètement artificiel. Et le dénouement attendu d'une bulle comme ça, c'est le krach boursier auquel on a assisté depuis un mois. Donc avec une perte de 30% de la bourse chinoise. Alors en tout cas, les autorités chinoises ont tenté de prendre des mesures pour booster l'économie. La Banque centrale a baissé par 4 fois ses taux directeurs. Elle a également pris des mesures pour relancer le crédit. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je pense qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre dont disposent aujourd'hui les autorités chinoises. Donc il est possible que ce soit suffisant. Après des bulles comme ça, on assiste à ce qu'on appelle un effet richesse, c'est-à-dire que beaucoup de ménages chinois qui étaient investis dans des actions perdent 30% d'un coup de richesse, et donc ça met un coup important au moral et donc à la consommation. Et il y a des outils pour relancer la consommation. On fait des projets d'infrastructure, on baisse les taux d'intérêt, exactement comme vous l'avez dit. Il y a aussi des outils de relance du crédit. Elle va activer toutes ces manettes et je pense qu'elle peut y arriver. Par contre, c'est à l'extérieur de la Chine qu'il faut s'inquiéter des répercussions. Alors justement, quelles répercussions pour l'économie mondiale ? Alors, la Chine, c'est la deuxième économie mondiale. C'est le
premier exportateur et le premier importateur de produits. Donc c'est quand la Chine tousse, beaucoup de pays ont la grippe. Et c'est souvent les pays les plus fragiles qui vont pas bien. Donc aujourd'hui, il faut plus s'inquiéter du Brésil, d'autres pays émergents comme l'Afrique du Sud, des pays exportateurs de matières premières, mais aussi des pays développés comme l'Australie, le Canada, qui exportent beaucoup soit vers la Chine, soit des matières premières. Et eux sont très affaiblis par ce qui est en train de se passer en Chine. Merci beaucoup pour cette analyse, Silvana. Merci à vous. Alors on va retourner en Irak. Lumière sur cette nouvelle compagnie aérienne qui signe le renouveau de l'aviation civile irakienne. Fly Baghdad est la dernière née des compagnies aériennes dans la région. On va ça avec Julien Baloul. Il y a du nouveau sur le tarmac de l'aéroport international de Bagdad. Fly Baghdad est la dernière née des compagnies aériennes dans la région. Détenue par des fonds privés, elle se contente pour le moment de vols intérieurs. D'après ses fondateurs, l'entreprise a été créée pour satisfaire un marché en expansion et des clients toujours plus exigeants quant à la qualité du service proposé au sein de leur pays. En raison de la demande croissante, les passagers s'attendent à des services économiques plus rapides et de meilleure qualité, ce qui veut dire qu'ils veulent avoir le choix entre davantage de compagnies aériennes. C'est pourquoi nous avons pensé que le moment opportun était arrivé pour lancer notre compagnie. Depuis plus d'une décennie, l'Irak fait la une de l'actualité à cause des attentats, des violences interconfessionnelles et de l'État islamique. Mais en dépit de ces circonstances, Abdullah Al-Joubouri est convaincu que le marché est aujourd'hui propice au lancement de Fly Baghdad. Le précédent régime était socialiste. Il n'autorisait pas les privatisations, ce qui veut dire que tous les secteurs étaient contrôlés par le gouvernement. S'il y avait des entreprises, elles étaient petites, limitées, et elles n'étaient pas liées au domaine des transports. Mais aujourd'hui, la porte est ouverte. L'État fonctionne selon une économie de marché et de compétition pour fournir les meilleurs services possibles. À l'heure actuelle, Fly Baghdad ne propose que 2 à 3 vols par jour entre Bagdad et Erbil. Et si de nombreux passagers prennent place à bord pour fuir les violences dans la capitale irakienne, d'autres saisissent l'occasion pour rejoindre le Kurdistan irakien, là où les températures sont plus supportables. Cet été à Bagdad, des pics de chaleur de 51 degrés à l'ombre ont été relevés. En Israël, 2 Druzes ont été inculpés pour lynchage d'un blessé syrien en route vers un hôpital israélien venant tous les deux de la région du Golan. Un homme de 22 ans et une femme de 48 ans ont été accusés du meurtre d'un homme syrien. Donc une ambulance militaire transportée vers un hôpital israélien. Reportage Mathias Sinbar. Ces images avaient choqué Israël le 22 juin dernier. La scène se passe à Neve Ativ, à la frontière israélo-syrienne. On y voit un attroupement et puis des jeunes s'en prennent violemment à 2 blessés syriens conduits par une ambulance de l'armée israélienne. Malgré des tirs de sommation de la part des soldats, la foule de Druzes du Golan pro-Assad est poussive. Les blessés sont alors sortis de force de l'ambulance, traînés au sol, puis véritablement lynchés à coups de pierre, de planches de bois et barres de fer. Un lynchage qui durera de longues minutes jusqu'à ce que la foule soit certaine que les 2 blessés syriens sont morts. Ils succomberont finalement à leurs blessures. Plus d'1 mois après les faits, et après avoir entendu plus de 50 suspects, la justice israélienne vient de condamner 2 personnes. Amal Abou Salah, 22 ans. Sur ces images, c'est lui qui frappe l'un des blessés syriens avec des planches de bois. Et Bachira Mahmoud, 48 ans, accusé d'avoir jeté des blocs de pierre sur les 2 victimes. Les Druzes du Golan se considèrent comme syriens et soutiennent toujours, pour une grande majorité, Bachar al-Assad. Selon ces derniers, les blessés syriens ce soir-là étaient des hommes de Jabhat al-Nusra, groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, et donc des cibles potentielles. Mais pour Israël, ces hommes faisaient partie des rebelles modérés. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'armée israélienne acceptait de les transférer. La cour de Nazareth a déclaré que l'enquête n'était pas encore terminée et que d'autres actes d'inculpation devrait être prononcé. Début du 4e procès du journaliste américain aujourd'hui en Iran. Le correspondant du Washington Post, Jason Rezaian, est arrivé ce matin pour une nouvelle comparution à huis clos devant un tribunal spécial de Téhéran. L'homme est emprisonné depuis plus d'1 an et jugé pour espionnage. Explication, Léa Berdugo.
C'est la 4e comparution du journaliste Jason Rezaian depuis mai dernier. Cet américano-iranien est jugé par le tribunal révolutionnaire de Téhéran en charge des affaires politiques ou ayant trait à la sécurité nationale. Il est poursuivi pour espionnage, collaboration avec des gouvernements hostiles ou encore propagande contre le régime. Des chefs d'accusation totalement infondés selon sa mère. This case is not about what Jason did. This is a political case. Cette affaire n'est pas liée à ce que Jason a fait. C'est une affaire politique entre les États-Unis et l'Iran. Jason a la double nationalité et il paye le prix de l'animosité, la suspicion et la paranoïa entre ces deux pays depuis plus de 37 ans. And the paranoia between the two countries for more than 37 years. Le journaliste est incarcéré dans la prison d'Evin au nord de Téhéran. Il dément ces accusations. Ses proches ont engagé un véritable bras de fer contre les autorités. Les droits de Jason en tant que citoyen iranien n'ont pas été respectés car il est en prison depuis plus d'1 an. Je mets au défi ces gens qui l'ont arrêté et qui le jugent de montrer les preuves l'accusant d'espionnage. Le verdict est attendu d'ici une semaine selon son avocate. Il pourra être contesté en appel par l'accusation. Toujours selon la défense, l'annonce du verdict de Jason Rezaian devrait être suivie du procès de son épouse, la journaliste Yeganeh Salehin, arrêtée en même temps que lui. Quelques jours après l'attaque meurtrière contre la Gay Pride de Jérusalem, un couple d'homosexuels est venu tester la tolérance des habitants de la ville en s'y baladant main dans la main, munis d'une caméra cachée. Voilà ce que ça donne. Julien Baloul, bonsoir. Bonsoir. Cette vidéo a de quoi inquiéter après, quelques jours après cette attaque lors de la Gay Pride à Jérusalem, à laquelle vous avez d'ailleurs assisté. Absolument, oui, nous étions sur place avec une équipe d'I24 News lorsque l'attaque a eu lieu. On rappelle donc le contexte de cette vidéo, vous l'avez dit, elle a été réalisée quelques jours après cet attentat perpétré par Ishai Schlissel. On va voir une photo de lui à l'écran au moment de l'attaque, on le voit couteau à la main. C'est un récidiviste puisqu'en 2005, il avait déjà procédé à une attaque similaire dans la Gay Pride à Jérusalem et puis il a donc récidivé le 30 juillet dernier en poignardant 6 personnes. Une des victimes, on s'en souvient, Shira, 16 ans, on va le voir également à l'écran, a succombé à ses blessures 2 jours plus tard. On comprend donc il faut comprendre en fait, Daniel, qu'au mois de juin, au moment de la Gay Pride à Tel Aviv et plus d'une manière plus générale, en fait toute l'année, parce qu'il y a eu les élections législatives en Israël, on avait l'impression que le sujet de l'acceptation des homosexuels en Israël n'était plus un sujet tabou, puisqu'on voyait des personnes comme le ministre de la Défense appelé à la reconnaissance des mariages pour tous. On a vu le Premier ministre israélien adresser des messages de soutien à la communauté homosexuelle. Donc on avait l'impression qu'une majorité écrasante acceptait la cause homosexuelle, avec sondage à l'appui d'ailleurs qui soutenait le mariage pour tous, l'adoption par les couples de même sexe. Mais il y avait des ONG israéliennes qui n'arrêtaient pas de dire ne croyez pas que c'est aussi rose que ça ne semble l'être, que c'est aussi parfait que ça ne semble l'être. Il y a encore de l'homophobie en Israël et l'attentat du 30 juillet, évidemment, un rappel cruel. Alors, une homophobie qui ne se cantonne pas seulement au milieu juif ultra-orthodoxe, puisqu'on le rappelle, le meurtrier, l'assaillant lors de cette Gay Pride à Jérusalem était lui issu de ce milieu-là. Non, absolument, oui. Lui en l'occurrence, était un ultra-orthodoxe. Certains d'ailleurs avaient pointé les religieux de manière, de façon, d'un doigt accusateur, vers les religieux. Mais quand on regarde cette vidéo réalisée à Jérusalem, ce ne sont pas des personnes qui portent des kippas, qui agressent, qui insultent les passants. Et je voudrais vous montrer 2 photos. Tout d'abord, une première, c'est au lendemain de la Gay Pride. On va le voir
voir à l'écran, c'est le grand rabbin de Jérusalem qui rend visite aux blessés de l'attentat de la Gay Pride. C'est le lendemain, c'est le vendredi. Une autre photo ensuite, toujours à Jérusalem. Les amis de Shira, donc la victime qui est décédée, étaient rassemblés à Jérusalem. Ils priaient dans la douleur, ils pleuraient la mort de Shira. Il faisait très chaud et il y avait plusieurs religieux orthodoxes qui étaient venus leur apporter leur soutien. Et on le voit sur la photo, leur apporter à manger, à boire parce qu'il faisait très chaud. Donc non, l'homophobie ne se contente pas au milieu religieux et tous les religieux ne sont pas homophobes, même si la plupart d'entre eux n'acceptaient pas la Gay Pride à Jérusalem. Merci beaucoup Julien Baloul pour cette analyse. Et puis ne manquez pas ce soir d'un reportage de magazine de la rédaction présenté par Stéphane Calvo, un sujet consacré aux mères porteuses. La gestation pour autrui représente le dernier espoir pour les couples stériles dont la femme est dans la capacité de mener une grossesse à terme. Conçue in vitro, l'enfant n'aura donc aucun lien génétique avec la mère porteuse. En Israël, une loi légifère sur la question dès 1996. Voici un extrait de ce reportage de Marie-Françoise Lantieri pour i24 News. Nous sommes à Dimona, dans une cité pauvre de la ville. Lital vit ici avec son mari et ses 2 enfants. Elle a accouché il y a 2 mois et évoque sa dernière grossesse avec sa fille. Qui est dans le ventre de maman? Ta petite sœur? Le bébé. De qui? De l'ami de maman. Qu'est-ce que je t'ai raconté? Tu te souviens? J'ai gardé le bébé dans mon ventre. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'on a fait? Où est le bébé? Chez sa mère. Israël est le premier pays au monde à avoir créé une loi pour réglementer la gestation pour autrui sous forme commerciale. C'était en 1996. Rona Schulz, professeure de droit et spécialiste de cette question. En Europe, il n'y a pas de pays qui autorise la gestation pour autrui commerciale. Dans certains cas, elle est complètement interdite. Dans les autres, seule la gestation pour autrui altruiste est autorisée. Voilà, et vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage ce soir, juste après le Grand Direct. En attendant, rendez-vous avec David Kiesewski pour un nouveau journal. De retour sur le plateau du Grand Direct, bienvenue si vous nous rejoignez. On va reparler tout d'abord de cette polémique qui ne retombe pas autour de la journée Tel Aviv sur scène qui est organisée dans le cadre de l'opération Paris-Plage en France. La conseillère de Paris, Danielle Simonet, je vous le rappelle, demande toujours l'annulation de cette journée qu'elle qualifie d'indécente. Les réseaux sociaux se déchaînent. De son côté, la mairie de Paris a décidé de maintenir l'événement. On en parle tout de suite avec Frédéric Aziza, journaliste sous protection policière suite à une campagne antisémite sur les réseaux sociaux des sympathisants d'Alain Soral et de Dieudonné. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis donc journaliste. Je suis beaucoup intervenu sur les réseaux sociaux ces 3-4 derniers jours à propos de cette initiative d'Anne Hidalgo de la mairie de Paris, donc d'inviter Tel Aviv dans le cadre de Paris-Plage, parce que j'ai été scandalisé par la campagne de boycott qui a été lancée par l'ultra-gauche, par les islamistes, les associations islamistes de Paris, et aussi par l'ultra-droite identitaire. Et je dois vous dire une chose, c'est que pour moi, si Israël c'est Jérusalem, Israël c'est beaucoup pour moi Tel Aviv, et ce ne sont surtout pas les territoires. Donc je précise les choses. Pour moi, Tel Aviv, pourquoi je suis attaché à cette ville de Tel Aviv, c'est parce que pour moi c'est la ville de la tolérance, c'est la ville de l'amitié entre les peuples, c'est la ville de la coexistence, c'est la ville de la paix, et c'est la ville de l'intelligence, c'est aussi la ville des libertés, de toutes les libertés, y compris les libertés sexuelles. Tel Aviv, comme vous le savez, comme le savent vos téléspectateurs, c'est l'une des capitales du monde gay, sinon la capitale mondiale du monde gay. De ce qui se passe à Tel Aviv, les échanges que l'on voit à Tel Aviv, et vous êtes d'ailleurs des témoins de ce qui se passe à Tel Aviv, puisque vous avez installé vos studios sur le port de Jaffa, donc symbole de la coexistence entre juifs et arabes. Donc ce qu'on voit à Tel Aviv, on ne le voit pas dans les pays voisins de l'État d'Israël. Alors justement, comment vous expliquez que cette ville progressiste qui incarne donc l'ouverture ait suscité autant de virulence, cette polémique, comment est-ce que vous l'expliquez en France ?
Ben voilà ce qui se passe aussi, ce qui se passe en France, ce qui se passe aussi dans d'autres pays européens, ce qui se passe un peu partout dans le monde, et que l'on assiste depuis des mois, sinon des années, à une opération, à une campagne, à des campagnes de délégitimation de l'État d'Israël. On ne s'attaque plus à la politique du gouvernement israélien, on n'est pas forcément, y compris moi, on n'est pas forcément d'accord avec la politique qui est celle défendue par le gouvernement Netanyahou, mais on peut être, notamment en tant que juif, mais aussi en tant que citoyen non juif d'un pays européen ou citoyen du monde, on peut être attaché à l'État d'Israël, on peut être attaché à cet État, on peut considérer que les juifs ont le droit, comme tout peuple, de disposer de leur État. Mais ce que l'on constate depuis des années, c'est que on essaye par tout un tas de moyens, notamment à travers les réseaux sociaux, à travers les campagnes, notamment des associations, des organisations islamistes, de délégitimer Israël. Et c'est ce qui se passe à travers cette campagne contre Tel Aviv sur Seine, c'est qu'on délégitime Israël, on délégitimise Israël. On nous dit, on voit sur Twitter ou sur Facebook, on nous dit que Tel Aviv a été par exemple bâtie sur les décombres de 7 villages arabes, ce qui est totalement faux. Tel Aviv, comme nous le savons, a été bâti en 1910 sur des marécages et des dunes de sable. Il n'y avait pas de village arabe à cet endroit, d'où vous émettez. Aujourd'hui, il y avait Yafo, la ville de Yafo qui existe toujours. Il n'y avait pas de village arabe. Et donc on voit proliférer ce genre de rumeurs, de mensonges, de contre-vérités sur les réseaux sociaux, et d'où cette campagne qui prolifère, cette campagne de dénigrement, de délégitimation d'Israël, et à travers cette délégitimation d'Israël, il y a une campagne de haine contre les Israéliens. Alors cette campagne, elle est menée par des associations, par certains politiques également, mais qu'en est-il de l'opinion publique française? Est-ce que c'est révélateur, cette virulence, cette polémique qui agite les réseaux sociaux? Alors je crois que c'est quelque part révélateur, parce qu'en fait, cette campagne rejoint la campagne que l'on a vécue au moment de la guerre de Gaza l'an dernier. Il y a la force de l'image, les images violentes de guerre qui apparaissent comme étant des guerres meurtrières, une guerre d'Israël qui est apparue, qui a été présentée comme par les médias, par un certain nombre de médias et surtout par les réseaux sociaux, comme étant des massacres de la population de Gaza, a laissé des traces en France, et je dois constater que l'image d'Israël est aujourd'hui exécrable, vraiment mauvaise en France, d'où le fait que ces campagnes prennent dans l'opinion publique. Mais il faut noter quand même qu'à travers cette opération, la maire de Paris, Anne Hidalgo, la mairie de Paris, la plupart des conseillers de Paris, à part les représentants de l'ultra-gauche, ont défendu une position très courageuse. Anne Hidalgo maintient cette manifestation. Tel Aviv sur Seine aura bien lieu jeudi prochain, 13 août. Donc, il y a la volonté chez une grande partie de la classe politique française d'accompagner des manifestations qui sont aussi des manifestations en direction de la paix et des libertés. Alors vous le dites, politique d'apaisement du côté de la mairie de Paris. En revanche, moins apaisante, Danielle Simonet, la conseillère de Paris, qui affirme que les choses vont mal se passer, qui appelle à l'annulation de cet événement. Elle est accusée par certaines personnalités de droite de céder à des relents d'antisémitisme. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors moi je ne dirais pas que Danielle Simonet était antisémite, elle n'a pas fait de déclaration antisémite. Ce que j'affirme, c'est qu'elle joue aux apprentis sorciers, elle met de l'huile sur le feu, c'est un peu une pousse au crime, puisque en disant qu'elle redoute, elle craint que cela se passe très mal, elle encourage en fait à des manifestations violentes. Et à travers ça, donc elle n'est pas antisémite, mais elle alimente des mouvements qui
peuvent prendre, notamment sur les réseaux sociaux, des positions qui sont des positions clairement antisémites. On voit fleurir des déclarations, des tweets au relais antisémites. Par exemple, le dernier que j'ai vu, je crois que c'est du Parti des Indigènes de la République, qui est un parti qui est lié au mouvement islamiste. Combien les organisateurs ont touché d'argent pour inviter Tel Aviv. Vous voyez, ce sont des clichés que l'on a l'habitude de voir. Et ce qu'on voit aussi sur ces réseaux sociaux, c'est qu'un certain nombre de figures de l'extrême droite, même des néo-nazis français, participent à cette campagne. On peut citer Yvan Benedetti, on peut citer Jeune Nation, on peut citer tout un tas de personnages, Soral, on peut citer les proches de Dieudonné, tout un tas de personnages qui sont très actifs. Yvan Benedetti, par exemple, son mouvement Le Voix française a été interdit par Manuel Valls parce que il considérait que c'était un mouvement qui conduisait des troubles à l'ordre public. Donc, on voit un axe se constituer entre les islamistes, les fachos, entre guillemets, et l'ultra-gauche obnubilée par la haine d'Israël. Et qu'est-ce qu'on dit récemment, notamment à propos des attentats, après l'attentat contre l'hypercachère du mois de janvier? Qu'est-ce qu'on dit Manuel Valls et François Hollande? Derrière cette haine d'Israël se cache un nouvel antisémitisme. Merci beaucoup Frédéric Aziza pour cette analyse. Voilà, puis je vous rappelle que cet événement aura lieu dans 3 jours, Tel Aviv sur Seine. Des mesures de sécurité ont bien sûr été renforcées. On le suivra sur notre antenne. En attendant, on va prendre la direction de la ville de Malmö, la 3e plus importante en Suède. Elle est actuellement confrontée à une vague de violences rares dans les pays scandinaves. Une trentaine d'explosions ont été recensées depuis le début de l'année. Violences que découvre finalement la population autochtone, le tout sur fond de guerre de gangs et de trafic d'armes depuis le Danemark. Explication, Maxime Pérez. Malmö, encore visée par une attaque à la grenade. La 3e ville de Suède est le théâtre d'explosions mystérieuses en série depuis le début de l'été. Dimanche soir, c'est un parking de la police qui a été visé. Pas de victimes, mais de sérieux dégâts. Une dizaine de véhicules endommagés et beaucoup de frayeurs parmi les habitants du quartier. À l'endroit où la grenade a été actionnée, il y avait un grand danger. Beaucoup de gens passent dans ce quartier, d'autant qu'il faisait beau et qu'il n'était pas tard. C'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de passages, d'où le danger encore une fois. C'est uniquement dû à la chance que personne n'a été blessé. Des attaques comme celle-là, une trentaine ont été recensées depuis le début de l'année à Malmö. Et elles ont coûté jusqu'ici la vie à 3 personnes. Les autorités écartent la piste terroriste et évoquent plutôt un règlement de compte entre bandes mafieuses originaires des Balkans. Mon estimation, c'est qu'il y a plusieurs conflits qui se déroulent en même temps. Certains remontent à 10-20 ans d'histoire du crime organisé au sein même de la ville, où aujourd'hui une 3e génération de gangsters s'implante. Ils essaient de trouver un moyen de gagner de l'argent et de grappiller du pouvoir. À l'évidence, Malmö paye ses vagues d'immigration successives et sa population découvre la violence ordinaire. Un tiers de ses habitants sont bosniaques, irakiens ou encore somaliens. Étrangers ou binationaux, ils sont durement touchés par le chômage et vivent dans des zones défavorisées. Pour endiguer ce phénomène qui vaut à Malmö l'appellation de Nouveau Chicago, la police suédoise a déployé dans la ville d'importants renforts. Mais jusqu'ici, très peu d'arrestations ont eu lieu dans les milieux de la pègre. Allez, changement de décor, changement de registre. On va se quitter sur un peu de légèreté. On va s'intéresser à présent au forró. C'est le bal populaire brésilien qui fait lever les jupes, lever les cœurs et qui donne le sourire. Ce style musical est si simple qu'il fait école. David Gombin et Ran Schneck ont trouvé des adeptes en plein cœur de Tel Aviv, la ville blanche. Reportage. C'est un pan entier de la culture brésilienne qui arrive en Israël. Plus qu'un genre musical, le forró, c'est un moyen de profiter de la vie. C'est vraiment fou parce que le forró est bien accepté ici et de nombreuses personnes viennent apprendre à danser. Les gens dansent tous ensemble. C'est une culture brésilienne et ça se passe ici. C'est une danse populaire de simples gens qui veulent juste s'amuser pour finir la journée.
Originaire de la région du nord-est brésilien, un orchestre jouant du forró se caractérise par une percussion, le zabumba, le triangle et surtout l'accordéon. C'est au cœur du quartier d'Adjami à Jaffa que se retrouvent ses 4 amis. Daniel a émigré du Brésil et s'est installé en Israël il y a 8 ans. Pour ce musicien chevronné, jouer du forró lui rappelle non seulement la maison, mais c'est aussi chez lui quelque chose d'instinctif. Pour moi, qui joue du cavaquinho, qui joue du violon, jouer du triangle, c'est très divertissant. Je me sens libre en jouant ce rythme, en chantant. C'est très... Je le fais sans réfléchir, je fais de la musique sans penser, c'est très fluide. Ses amis sont tous israéliens et ils ont eu la chance de s'imprégner de la culture brésilienne au cours de voyages dans ce pays. Noa Peled est une chanteuse qui est tombée amoureuse de la musique do Brasil. Et cette artiste n'hésite pas à traduire des chansons brésiliennes en hébreu. Pour elle, chanter le forró à Tel Aviv, c'est réjouir autant les Israéliens que les Brésiliens. Le public du forró en Israël, c'est une communauté qui est encore à ses débuts. Et nous invitons les Brésiliens pour qu'ils puissent se sentir comme à la maison, mais aussi les Israéliens qui ne connaissent pas ce genre pour qu'ils puissent commencer à l'apprendre. Le forró pour tous, justement l'une des explications données à ce nom, justifie les origines populaires du style. Une nuit, il y avait une fête dans une base militaire américaine. Je ne me souviens pas dans quel état brésilien, mais c'est l'une de ces bases américaines. Et les Américains voulaient inviter tout le monde, alors sur l'affiche, il y avait écrit « For All ». Tous sont invités et petit à petit, ça s'est transformé « For All, For All, For All ». Danser le forró pour la première fois n'est pas chose facile, mais ça ne décourage pas ses débutants. C'est quand même un peu difficile quand on ne connaît pas du tout les pas de danse. Je pense que je dois continuer d'apprendre. Ça me plaît beaucoup, je suis en sueur à force de danser. Et ils chantent super bien. Aujourd'hui, je suis super heureux. Des mélodies touchantes, un rythme entraînant et beaucoup de bonne humeur. Le forró a commencé à conquérir les cœurs israéliens et ça n'est pas près de s'arrêter. Voilà, on va donc se quitter sur ces notes de musique. Ce reportage que vous pouvez retrouver dans Culture Le Mag, qui vous est présenté tous les jours par Valérie Abécassis. Dans un instant, c'est David Klezewski que vous retrouvez pour faire le tour de l'actualité internationale. Une actualité qui, je vous le rappelle, est marquée par les violences en Turquie, mais également à Ferguson, aux États-Unis, avec ce rassemblement pacifique qui a tourné, qui a dégénéré, avec un blessé notamment lors d'échanges de tirs avec les policiers. N'hésitez pas à consulter notre site www.i24news.tv en français, en anglais et en arabe. Vous y retrouvez les grands titres de l'actualité, mais également la rediffusion si vous le souhaitez, revisionner le Grand Direct ainsi que toutes nos émissions. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain soir pour une nouvelle édition du Grand Direct. Soyez au rendez-vous.